l'heure, Philippe, de l'info média du jour. À la suite du grand débat national après la crise des Gilets jaunes, faut-il le rappeler, le Premier ministre a confié à la députée Aurore Bergé une mission auprès du ministre de la Culture qui vise à, je cite, définir les objectifs, les principes d'action et les leviers d'une politique d'émancipation artistique et culturelle renouvelée, allant au-delà de l'éducation artistique et culturelle et qui s'adresse à tous nos citoyens, nos concitoyens, je vais le traduire en français courant, donner un meilleur accès à la culture à tous les territoires, à toutes les populations, notamment les banlieues et les campagnes, notamment les jeunes enfants. Bonjour Aurore Bergé. Bonjour. Vous êtes députée des Yvelines, porte-parole LREM. À l'Assemblée nationale, vous êtes membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Et j'ajoute que vous êtes également très impliqué dans les médias. La saison passée, vous aviez été rapporteur de la mission d'information sur l'audiovisuel public. Mais d'abord, aujourd'hui, vous remettez au Premier ministre un rapport sur l'accès à la culture, notamment chez les jeunes. Tout d'abord, comment avez-vous procédé ? Eh bien, l'idée, c'était de partir aussi d'une forme d'enquête de terrain, ce qui s'est traduit par 55 communes différentes dans lesquelles je me suis rendue pour rencontrer des acteurs extrêmement divers, à la fois les acteurs du monde culturel, évidemment, mais aussi les acteurs du monde socio-culturel, les fédérations d'éducation populaire, les élus locaux, de manière à confronter les points de vue, à voir ce qui fonctionne, et ce qui fonctionne souvent très bien sur le territoire, mais qui n'est pas forcément suffisamment peut-être identifié au-delà des territoires. Et puis la manière avec laquelle le ministère de la Culture peut peut-être mieux accompagner aussi les dynamiques qui existent pour résoudre aussi parfois des inéquités qui peuvent persister. Je pense notamment à ce qui se passe sur l'éducation artistique et culturelle, c'est-à-dire comment on fait en sorte que tous les enfants dans ce pays aient accès à ce champ d'éducation qui est essentiel ensuite pour leur construction personnelle, individuelle, leur rapport au monde, leur rapport aux autres. Et là, on voit qu'il y a encore des inéquités très fortes. Attendez, je vous interromps tout de suite. Les programmes scolaires ne sont pas les mêmes pour tous ? Le problème, c'est que l'éducation artistique et culturelle, c'est pas aujourd'hui dans les programmes scolaires. Donc vous avez dans les programmes scolaires, par contre, ici des cours qui vont être dispensés d'art plastique, des cours de musique. Mais l'éducation artistique et culturelle, c'est différent. C'est la question du rapport aux œuvres, la question du rapport et du lien avec les artistes, la question de la pratique culturelle, c'est-à-dire comment je développe une pratique de spectateur, parce que c'est pas inné d'aller au théâtre, d'aller au cinéma, d'aller voir un spectacle vivant, d'aller dans un musée, comment je suis accompagnée, et puis surtout ça demande un temps long. C'est pas juste avec une intervention d'un artiste une fois dans l'année que vous avez de l'éducation artistique et culturelle. C'est des résidences d'artistes qui peuvent exister. Mais aujourd'hui, ça dépend beaucoup de la volonté, de l'énergie, des moyens que peuvent avoir les enseignants, les directeurs d'école, les élus locaux, parce que c'est pas encore sur du temps obligatoire. Vous êtes allé voir ce qui marche et aussi ce qui marche pas ? Alors, j'ai surtout vu ce qui marchait parce que je suis allée à la rencontre notamment des équipes artistiques sur les territoires. C'est pour ça aussi que je dis dans le rapport que je remets aujourd'hui au Premier ministre qu'il n'y a pas de zone blanche culturelle. J'aime pas ce terme qui a souvent été donné et qui est une vision, je pense, un peu trop parisienne. Pardon, mais il y a quand même peu de musées dans la Creuse. C'est pas faire injure à ce département. Non, mais alors déjà, vous n'avez pas de zone blanche parce que vous avez des équipes artistiques partout sur les territoires. Partout, vous avez des compagnies de danse, de théâtre. Partout, vous avez de la musique. Partout, vous avez aussi du patrimoine. Aujourd'hui, 50% dans notre pays de notre patrimoine, il se trouve dans des villes qui font moins de 2000 habitants. Et le patrimoine, c'est la première, en général, entrée en matière avec justement le lien qui peut se créer avec l'art et avec la culture. Donc, partout, vous avez cette possibilité-là. Et donc, ce qu'il faut, c'est comment on met en contact aussi chacun avec ce patrimoine, avec ces équipes artistiques qui existent sur les territoires. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez fait 60 propositions, à pas toutes les citer évidemment, je vais les faire dans l'ordre. Et certaines sont totalement iconoclastes, très surprenantes, certaines sont très très séduisantes. Proposition numéro 1, pour rendre les parents acteurs de la santé culturelle, les parents, intégrer cette notion dans les carnets de santé, assortis de recommandations et de conseils en matière d'éveil culturel artistique. Je me dis, mais dans le carnet de santé, c'est-à-dire qu'il y aura la liste des vaccins et après la liste des musées qu'on va voir, j'ai rien compris. Alors, la notion de santé culturelle, c'est Sophie Marinopoulos qui l'a développée, qui est psychologue, qui travaille notamment à Nantes, où elle a développé ce qu'elle appelle... mais concrètement, alors ça veut dire quoi ? Non, mais déjà, parce que je veux rendre hommage à celle qui a aussi imaginé le concept, tout simplement, c'est de dire qu'il se passe
énormément de choses dans les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant. Et quand dans les 1000 premiers jours de votre vie, vous n'avez pas été mis en contact avec le son, avec la musique, avec le mouvement, avec le livre, eh bien, il y a quelque chose qui vous a manqué dans votre construction du tout jeune enfant. Et parler de santé culturelle, c'est pas l'idée d'avoir une surstimulation de l'enfant tout petit, mais c'est une logique d'éveil culturel, d'éveil artistique. Vous n'êtes pas le même quand depuis le tout jeune âge, vous avez eu une relation avec votre enfant grâce au livre, par exemple. Bien sûr. Déjà, ça joue beaucoup sur la parentalité, mais ça joue aussi sur l'enfant et ensuite l'adulte que vous serez. Pareil si vous avez été mis en relation avec la musique. Et donc, c'est de dire qu'aujourd'hui, dans un carnet de santé, vous avez énormément de recommandations qui sont faites. Il n'y a pas que la liste des vaccins. Et parler de santé culturelle, c'est juste de dire qu'en fait, c'est pas quelque chose d'accessoire, c'est pas quelque chose de supplémentaire, c'est quelque chose auquel chaque enfant dans notre pays devrait pouvoir avoir accès. Proposition numéro 4, je saute, mais on est dans le même sujet. Vous recommandez de faire entrer le livre dans toutes les familles de France, avec toutes sortes de dispositifs, notamment le dispositif première page. C'est une très louable intention, on est tous d'accord ici, et moi le premier. Mais comment on fait quand les parents sont analphabètes ? On le fait parce que justement, vous avez déjà beaucoup d'associations qui travaillent sur la question de la lutte contre l'illettrisme, qui est un frein majeur d'accès à la citoyenneté, tout simplement, quand vous ne savez pas pouvoir communiquer, pouvoir lire, pouvoir écrire. Mais aussi parce que justement, le dispositif première page, il permet cet accompagnement-là, puisqu'il permet justement l'accompagnement des parents et des enfants. Or, oui, mais si les parents ne sont pas motivés, comment on fait ? C'est ça la question. Mais peut-être aussi parce que qui explique aussi aux parents l'importance de la relation avec le livre et dans sa relation que ça peut avoir ensuite avec l'enfant. Je suis désolée, c'est pas forcément inné. Moi, j'ai eu le bonheur et la chance d'avoir reçu ça en héritage. Moi aussi. Parce que mes parents sont comédiens, parce que j'étais baignée dans les livres depuis que je suis toute petite. C'est pas le cas de tous les enfants. Sauf que, et moi aussi j'ai eu cette chance que mes parents étaient professeurs, mais il y a quand même quelque chose qui a péché dans l'histoire de l'école républicaine. Pourquoi l'ascenseur social fonctionne plus comme avant ? Je vais donner un seul exemple. Les parents d'Albert Camus en Algérie, ils étaient analphabètes. La maman était femme de ménage, le père était ouvrier agricole, Camus était instruit à l'école publique et il est devenu le plus jeune prix Nobel de littérature à 44 ans. Pourquoi ce qui fonctionnait dans les années 50 ne fonctionne plus désormais ? Je pense qu'on ne peut pas avoir cette vision qui est trop peut-être caricaturale de l'école. C'est-à-dire déjà on demande énormément de choses à l'école. On demande énormément de choses aux enseignants. Et on ajoute énormément de missions. On leur demande aujourd'hui, par exemple, d'avoir des actions, ce qui est très louable sur la question du développement durable, la question de l'éducation à l'alimentation. Mais moi, je pense qu'à un moment, c'est une alliance aussi qui doit exister autour de l'enfant. Et cette alliance, c'est d'abord la famille, c'est d'abord ce qui se passe dans l'intimité de votre famille, et c'est l'école. Mais c'est une communauté éducative qui existe autour de l'enfant. Mais il n'en reste pas moins que dans cette République où on se dit que finalement, on a malheureusement parfois de moins en moins de choses en commun. Et c'est aussi ce qui crée parfois le risque de repli communautaire, ce qui a créé la crise des Gilets jaunes. Si on n'a pas la culture en commun, alors on est en train de manquer quelque chose d'important dans notre pays. Vous avez absolument raison. Lisez des livres, restez avec nous sur Europe 1. On ne va pas détailler toutes les propositions. Celle-ci m'a beaucoup séduit. 10, c'est la proposition 10. Pour encourager la présence de créateurs au sein des établissements scolaires, vous proposez de faire parrainer chaque lycée par un auteur, un écrivain, un essayiste, un illustrateur, et chaque collège par un artiste ou un architecte du département. Organiser une rencontre annuelle avec le parrain ou la marraine. C'est une idée formidable. Je trouve, il y a combien d'établissements à parrainer ? Est-ce qu'on a assez d'artistes en France ? Oui, alors c'est quelques milliers d'établissements. C'est pour ça qu'on l'a pas mis, par exemple, je l'ai pas mis sur l'école primaire, maternelle, parce que là, en effet, il y avait un volume qui était beaucoup trop important. Mais je pense qu'on a besoin de créer cette relation entre les élèves et les artistes. Et le fait d'avoir un parrain, ça crée une relation très particulière, très approfondie. Et je pense que ça peut en effet changer la donne sur la relation qui peut naître. Il y a un chapitre qui est intitulé « Associer et participer, le libre exercice de ses droits humains ». Et vous écrivez ceci: « Il faut reconnaître chaque citoyen, quelle que soit sa situation, comme un acteur à part entière de la vie artistique et culturelle. » Vous voulez dire que tout le monde, chaque citoyen, va devenir un artiste, que c'est pas un peu démago? Mais déjà, chacun a une pratique culturelle. On a tous une pratique culturelle dans notre vie. On lit, on danse, on chante, on va au spectacle. On a tous une pratique culturelle. Mais je pense que finalement, il y a eu parfois une logique du ministère de la Culture, en tout cas qui a pu être prise comme étant assez descendante, voire certains disent condescendante, où on dit ce qu'il fallait faire aux différents publics. Et puis on catégorisait les gens. Et donc en fonction de là où ils étaient, de là où ils vivaient, de leur trajectoire, eh bien on disait, voilà, vous allez pouvoir voir ça, avoir accès à ça. Je pense qu'il faut changer de logique. Ah bon? Il faut faire en sorte de faire participer, et que les gens soient eux-mêmes des acteurs de leur vie culturelle. Vous soulevez un très très important problème. On pense évidemment, parce que vous dites jamais le mot, c'est pas prononcé comme tel, la campagne, les banlieues. Dans le rapport, ces choses-là sont dites enrubannées. Mais
il y a une question quand même qui se pose, c'est celle-ci. Moi, je me souviens par exemple de la maison de la culture de Bobigny, qui a été construite justement sur les territoires qu'on appelle maintenant des territoires, dans les quartiers. Eh bien, tous les gens qui allaient là-bas se plaignaient de ne voir que des bourgeois qui allaient voir le théâtre, et que les jeunes de ce quartier-là n'allaient pas à la maison de la culture de Bobigny, qui avait justement été délocalisée pour donner l'accès à ces jeunes au théâtre. Comment faire, comment lutter contre ce hiatus ? Alors moi j'y suis allée, j'ai rencontré Hortense Archambault qui est la directrice de la MC 93. Déjà le lieu lui-même a été revu, son architecture a été revue pour que ce soit un lieu beaucoup plus ouvert, beaucoup plus transparent. Donc, pardonnez-moi, il n'était pas fermé le lieu. Non, mais n'importe qui voulait entrer, il pouvait entrer. Alors, oui, mais c'est pas si simple. Expliquez. Parce qu'il y a une forme d'intimidation qui résiste encore sur des équipements culturels. Le nombre de fois où on entend c'est pas pour moi, c'est pas pour moi d'aller à la bibliothèque, c'est pas pour moi d'aller au théâtre, c'est pas pour moi d'aller à l'opéra, dans une maison de la culture. Donc il y a encore une intimidation qui existe. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les acteurs culturels pensent systématiquement le territoire sur lequel ils sont. La première mission qu'on donne à une maison de la culture, à un centre dramatique national, c'est d'abord la création. Il faut continuer à créer dans notre pays, à accueillir des équipes artistiques qui peuvent créer. Mais on ne crée pas sans diffuser. On ne crée pas sans lien avec tous les publics. Et aujourd'hui, de manière très claire, cette logique de lien avec les territoires, elle s'est beaucoup plus développée. Et la maison de la culture du 93, elle va bien au-delà de ses murs dans la relation qu'elle peut avoir justement avec les populations qui y vivent. Je vais me faire l'avocat de ces jeunes qui disent c'est pas pour moi, la culture c'est pas pour moi. C'est pas que c'est pas pour moi qu'ils sont intimidés. Très souvent ils disent c'est pas pour moi, pardon du mot, mais parce que c'est chiant. Le soulier de satin Paul Claudel 7 heures, c'est pas pour eux, ils s'ennuient. Mais ça, je ne suis pas certaine. Pourquoi ils s'ennuieraient ? Pourquoi il y aurait que certains publics c'est la discussion que j'ai eue. Ils m'ont dit parce que c'est chiant. Accéder à Claudel, je ne suis pas certaine. Bien au contraire, je pense que c'est beaucoup plus large que ça. La question, c'est l'accompagnement. Encore une fois, c'est sûr que affronter depuis le début une pièce qui dure 7 heures, comme aller au cinéma pour la première fois de sa vie, c'est intimidant si vous n'avez pas été accompagné. Et je pense que c'est là le rôle essentiel de l'école, c'est là le rôle essentiel des artistes sur comment on accompagne tous les publics pour aller vers ces lieux. Ces lieux, ils appartiennent pas à ceux qui en sont les directeurs. Ils appartiennent pas qu'aux acteurs culturels, ils appartiennent à tous les Français. Ça, on est d'accord, la porte est ouverte et il n'entre pas, malheureusement. Proposition 38, je suis obligé d'aller très vite. Aurore Berger, intégrer l'éducation aux médias à la formation des enseignants. Alors, on est tous d'accord, mais moi, j'ai l'impression qu'on dit ça depuis 30 ans. Mais je pense que là, on se retrouve dans une situation où on voit qu'il n'y a plus le choix. C'est-à-dire non, mais je crois que c'était déjà fait, moi. C'est pas dans la formation. C'est-à-dire que l'enjeu, il est pourtant là. Avant de pouvoir transmettre, il faut aussi pouvoir être formé sur quels sont aujourd'hui les médias et surtout sur ce qui n'est pas un média. Et c'est souvent la difficulté à laquelle on se retrouve tous confrontés, journalistes, politiques. C'est-à-dire on a un volume tel aujourd'hui de contenu disponible qu'on n'arrive plus à distinguer ce qui est de l'information et ce qui n'est pas de l'information, qui est qualifié à dire que c'est une information et qui ne l'est pas. Et on a besoin de former les enseignants pour qu'ils puissent le transmettre. Rapidement, proposition 41, faire de l'audiovisuel public le premier acteur de la démocratisation culturelle, renforcer l'offre et l'utilisation de programmes culturels aux heures de grande écoute. Je trouve ça formidable, mais il y a déjà Arte avec de la culture 24 heures sur 24. Il y a Arte, mais on a France Télévisions, on a Radio France. Et bien tout ça c'est formidable, ça existe. Mais seulement les jeunes ne regardent pas Arte. Alors, déjà, le souci est là. Arte... Quand j'étais jeune, je vous racontais, on disait si seulement on passait la culture à 20h, vous verrez que ça intéresserait les jeunes. Une fois qu'on l'a mise à 20h et même toute la journée et Arte ça fait 0,7% d'audience et 1,5%. Arte, ça a beaucoup progressé ces dernières années en termes d'audience. Ça a rarement battu Jean-Pierre Foucault. L'audience des réseaux sociaux d'Arte, elle est très intéressante à regarder. Elle est plutôt dans la trentaine. Ce qui est intéressant. Je ne le critique pas, au contraire, je dis que ça existe déjà. Mais ça veut dire qu'il faut aussi que la culture, elle soit sur les carrefours d'audience, là où les gens regardent la télévision. Il faut que ce soit sur France 2, il faut que ce soit sur France 3, il faut que ce soit accompagné, il faut que ce soit éditorialisé. La moitié du budget du ministère de la Culture, c'est l'audiovisuel public. L'audiovisuel public, c'est une force de frappe inouïe pour permettre la démocratisation culturelle, et il faut aussi penser l'audiovisuel public de cette manière-là. Merci beaucoup Aurore Berger. Je rappelle que vous remettez aujourd'hui au Premier ministre un rapport sur l'accès à la culture, notamment chez les jeunes. Merci pour cette avant-première en direct sur Europe 1. Merci à vous.